Pendant très longtemps, je n'ai pas ressenti le besoin de parler du fait que j'étais juif. Ma mère était corse, donc je suis corse. J'ai été élevé dans la religion chrétienne. Et puis, quand mon père est mort, on devient son père. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était ce qui était le plus important pour moi. Mais j'ai toujours hésité. Je n'aime pas qu'on vous mette une sorte d'étiquette obligatoire. Mais quelquefois, les juifs américains sont très juifs. Alors ils me disent, vous êtes juif, c'est formidable, votre art est tellement juif. Je dis, non, je suis corse. Ils n'ont jamais entendu parler de la Corse. Et mon art est typiquement corse. Si vous ne connaissez pas l'art corse, vous ne pouvez pas comprendre mon art. Garnisseuse, Adèle Drouin, oh, c'est des métiers du vêtement, ça. C'est des métiers du vêtement, tu penses, garnisseuse? Ou des matelassiers, Blom Friedland. Tricoteur à façon. Alors il y a des casquetiers aussi. C'est tous les métiers, tu sais. En fait, ça s'est arrêté seulement dans les années 80. C'est-à-dire quand le musée est venu s'installer ici, il y a eu, j'allais dire, une mutation de la population. Tous ces métiers juifs qui étaient encore là, que j'ai vus, ont cédé la place aux importateurs chinois. Ah oui, c'est ça. Ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que ce bâtiment, qui est maintenant très très beau, était presque un bidonville, où habitait énormément de populations migrantes. Donc c'est le monument des gens qui habitaient là. En regardant ces noms, on reconstruit toute une histoire des Juifs parisiens, par leur provenance, par leur métier. Et donc, si on regarde à la loupe n'importe quoi, on peut reconstruire quelque chose. C'était ça que j'ai voulu faire. Je pense que c'est mieux de montrer qu'il y a quelque chose derrière et que petit à petit, un jour, tout le truc sera rempli, ou oui, de le modifier lentement, peut-être de décaler un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on sente une sorte d'épaisseur du temps. Mais ça, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Vous évoquiez tout à l'heure la photo ancienne de l'hôtel de Saint-Aignan, avant la restauration. Je trouve qu'il y a beaucoup de résonance entre votre œuvre et cette photo. Il y a sur ces façades des tas d'enseignes et de noms de famille qui sont les noms de ces habitants qui vivaient et travaillaient dans le bâtiment. Et malheureusement, la restauration a complètement effacé cette mémoire-là. Oui, absolument. Et pour moi, c'était vraiment une chose très frappante au départ, de penser que cet hôtel 17e, etc., était un lieu d'immigration juive à 80%. Et quand on voit la photo, on se rend compte de ça. Donc c'est ça qui m'avait beaucoup frappé et qui a été une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette pièce. Il y en a un qui est directeur d'école ou des choses comme ça, qui est évidemment pas juif comme nom. Bien sûr. C'est les habitants. Je ne veux pas commencer à mettre d'un côté et de l'autre. Et il y a peut-être parmi eux le concierge qui a dénoncé tout le monde. C'est possible, mais ça ne me regarde pas. Lucie Dugan, par exemple, je pense, elle n'est pas du tout juive. La plupart de ces gens, plus personne ne va s'en souvenir dans très peu de temps.
Et donc c'est toujours une chose qui est terrible pour moi, c'est qu'on ne peut forcément... chaque personne est tellement importante et en même temps chaque personne disparaît si rapidement, et spécialement pour ceux-là qui ont dû même pas avoir de tombe, disons. L'idée de cette pièce, c'est que si on fait un monument aux morts en pierre, j'ai toujours cette idée-là, c'est que l'État paie pour s'en débarrasser. Personne ne regarde les monuments aux morts de la guerre de 14 sur les places publiques. Et donc, le fait d'avoir à le refaire, c'est comme de refaire la prière. Et donc, c'est encore une fois de lire les trucs, c'est que rien n'est terminé, on doit toujours redire. Et donc, l'idée de le faire en papier et pas en bronze, était cette idée-là. On refait attention. Alors que si c'est en bronze, on laisse ça et puis on oublie pour toujours, et puis voilà, ça c'est fini. Donc il faut vraiment que les noms soient lisibles le plus possible, voilà, parce que mais qu'on sorte une sorte d'accumulation. Et finalement, même la disposition là a été faite un peu au hasard, donc même si ça change la disposition, c'est pas grave. On va se décaler, mais on va donner un mouvement. Ça veut dire qu'on ne va pas se décaler toujours d'un seul côté. Non, par exemple ça peut être avancer un tout petit peu plus haut et aller jusque là, et qu'on voit simplement qu'il y a un papier en dessous. Oui. Donc en gros, ce sera plus ou moins la même structure de ça, mais un peu décalé, un peu changé. Et ça, c'est vous qui pouvez le faire, parce que de toute façon, quand je serai plus là, il faudra bien que quelqu'un le fasse. Donc c'est plus une règle du jeu que... Celle-ci, c'est la 4e fois qu'on va le faire. Oui. Mais après, il faut que nous, on transmette aussi, parce que nous, on va passer aussi. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Il va y avoir des instructions très précises. Voilà. C'est ça. Dans ses notes, Laurence Sigal raconte que vous étiez assez réticent au départ, en fait. C'est vrai que pour moi, c'était quelque chose de difficile. Je n'ai jamais parlé de la Shoah dans mon travail d'une manière directe. Il n'y a jamais eu une image provenant directement de la Shoah. Et c'est un sujet que je pense impossible pour moi, en tout cas, et pratiquement pour tout le monde, et en tout cas pour moi. Et que j'aurais une honte... de me servir d'une image de la Shoah. Voilà. Quand tu as gentiment proposé de travailler à ce projet, ça m'a beaucoup intéressé et je l'ai accepté, et en même temps ça a été pour moi quelque chose d'extrêmement difficile. D'une part parce que à la période où on s'est connus, j'étais plus loin de l'affirmation de ma judaïcité. J'avais plus un désir d'universalisme et j'avais très peur d'avoir sur moi une étiquette artiste juif que j'ai, et que maintenant j'accepte, et même avec fierté, pensant que je suis presque un des derniers survivants de la Shoah, et en tout cas que cette chose m'a beaucoup marqué. Mais quand on s'est connus, et c'est peut-être grâce à ton influence d'ailleurs que j'ai accepté cela, j'avais très peur de l'étiquette. Voilà, pour moi, l'art est universel, même si on ne parle que de son histoire, mais que chacun, dans son histoire, doit se retrouver. Et donc, je me souviens très bien de cette visite dans ce musée. Je t'avais dit que je pensais que ce serait bien de faire un musée sans objets ni images, mais seulement avec des paroles. Ce qui était totalement impossible, c'était un rêve, en disant que cette culture me semblait une culture qui était beaucoup plus le livre et la parole que les objets lui-même. Alors moi j'ai un souvenir supplémentaire ou différent, c'est que l'une des pistes qu'on avait explorées à ce moment-là, que tu avais proposé, c'était de dire il faut demander aux gens d'apporter chacun un objet, et que le don lie. Et que, enfin, c'était l'idée de l'infraordinaire, tu vois, de Pérec, que les petites choses qui auraient appartenu aux disparus seraient ici. Et puis, on s'est dit, mais ici, il y a dû y avoir des Juifs. Et on a fait des recherches d'archives, et c'est comme ça qu'on est arrivé. C'est comme ça qu'on est arrivé à... Parce qu'effectivement, c'était une sorte de hasard intelligent, comme on dit. C'est que
dans ce merveilleux hôtel particulier, c'était un bidonville pour immigrants juifs faisant des casquettes. Enfin, Exactement. Et donc c'était une chose très surprenante que par hasard, parce que quand ce lieu a été choisi, je pense que les gens ne savaient pas ça, qui ont donné ce lieu à la communauté ou au musée, ne connaissaient pas cette histoire, et simplement c'était un hôtel du Marais qui était libre. Enfin. Donc j'ai commencé à rechercher, et c'était évident, on était en plein Marais, moi je savais qu'il y avait eu des Juifs dès le XVIIIe siècle dans ces rues. Donc en cherchant qui étaient les habitants, et on a eu évidemment tout de suite la démonstration que c'était aussi une histoire juive, que cet endroit-là avait une histoire juive. Moi j'ai aimé le fait que c'est une histoire juive, mais pas qu'une histoire juive. Et ici, je ne veux pas l'appeler le mémorial, mais ce que tu as créé, pour moi, disait tout ce que j'ai voulu dire tout le temps dans ce musée, c'est que les histoires se croisent, ce ne sont pas des histoires qui sont séparées, mais que les histoires se croisent, que la France a croisé l'histoire des Juifs pour le meilleur et pour le pire, et que les Juifs ont aspiré à la France, même si pour cela, ça s'est très tragiquement terminé. Si on est artiste, c'est aussi toute sa vie de poser des questions dont on n'a pas de réponse, mais d'essayer de comprendre des choses, de se comprendre et de comprendre des choses extérieures. Et la rencontre que j'ai eue avec toi, qui a été pour moi très importante, a été pour la première fois quelqu'un qui me parlait de ça, à qui je pouvais poser des questions. Parce que dans ma famille, donc mon père était converti au christianisme, même s'il avait une manière très étrange de pratiquer le christianisme, puisqu'il n'entrait jamais dans une église et passait son temps à lire des livres pieux. Mais tout de même, il était chrétien. Ma mère ne croyait, je crois, en rien. Elle était vaguement catho, mais ne croyait absolument en rien. Sauf en judaïsme. Sauf dans le judaïsme, sauf dans les juifs et dans la forme extérieure des juifs. Elle n'avait jamais, tu vois, elle était communiste, elle n'avait jamais lu Marx, et elle s'intéressait aux juifs, elle n'avait jamais lu une ligne de la Bible. Enfin, tu vois, c'est une chose, bon. Disons, en tout cas, si on me demande ce que je suis, je dis je suis juif. Et en même temps, c'est d'ailleurs le problème, je crois, de tous les juifs qui sont dans la diaspora. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais c'est la réponse que je donne à ceux qui me demandent ce que je suis. Et quand je ne veux pas dire que je suis juif pour des raisons diverses, je dis mon pays, c'est l'art, ce qui est la vérité. Et on peut avoir plusieurs pays. Et on peut avoir plusieurs pays, absolument. C'est une spécialité juive. Absolument. Donc, pour revenir à des choses pour le film, on s'égare un peu. Je crois que j'avais, moi, très fortement ressenti le fait que ton œuvre nous permettait de raconter l'envers du décor, l'envers de l'histoire. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que tu as fait une chose qui est indépassable, c'est-à-dire au lieu de faire un mémorial de pierre, tu nous as obligés à entretenir la mémoire parce que tu avais choisi le papier. Je pense qu'au début de chaque œuvre d'artiste, il y a un trauma. Quand j'avais 2 ans ou 3 ans, tous les amis de mes parents étaient des survivants de la Shoah. Et il y avait des soirées entières de descriptions, je ne comprenais rien. Et ça m'a marqué toute ma vie. Et donc, c'est mon trauma personnel, mais j'espère que ce n'est pas limité à ça et que chacun peut comprendre quelque chose et prendre quelque chose pour lui. Je raconte toujours ça, que la première fois que j'ai exposé au Japon, et il y avait par exemple un grand solde de vêtements. Les Japonais m'ont dit, mais vous connaissez la tradition zen si bien, alors que je ne la connaissais pas. Votre art est tellement japonais. D'ailleurs, vous ressemblez un peu à un japonais. Vous devez avoir un grand-père japonais. Et je me dis, c'est merveilleux parce que j'aimerais que si j'expose en Afrique, on me dise, mais votre art est tellement africain et vous devez avoir un grand-père africain. Oui, c'est le rêve de chaque artiste, c'est-à-dire de devenir celui qui regarde.
Vous connaissez cette histoire totalement stupide, excusez-moi, je vous laisse. Un juif américain qui arrive en Chine, puis il voit un juif chinois, le juif américain est très très enthousiaste. Ah, vous êtes juif, moi aussi je suis juif. Et le juif chinois le regarde et dit, mais vous n'avez pas le type. Parce que les juifs chinois sont exactement comme les Chinois.